Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Il y a 50 ans, le 20 juin 1975, sortait dans les cinémas un des films les plus importants, les plus influents de l'histoire du cinéma, Jaws, Les Dents de la Mer. Exactement. Et depuis ce temps-là, le requin est devenu le vilain du cinéma avec Darth Vader, bien sûr. Est-ce qu'on a exagéré la dangerosité de ces animaux-là, leur cruauté, leur sauvagerie? On en parle avec Lynn Morissette, qui est biologiste marine et conférencière. Bonjour, Mme Morissette. Bonsoir, M. Martineau. Alors, est-ce qu'on a eu trop peur des requins à cause de ce film-là? Mais ça arrive de temps en temps qu'on lit dans le journal qu'il y a un surfeur qui s'est fait arracher une jambe par un requin. C'est des accidents qui arrivent, mais c'est la grande majorité du temps, en fait, pour ne pas dire majoritairement tout le temps, c'est des erreurs sur la personne. Mais le film Jaws, qui a 50 ans cette année, a fait un effet bombe dans notre perception des écosystèmes, notre compréhension des animaux marins. Puis, petite anecdote là, par rapport à ce film-là, il avait fait un robot pour le requin, puis le robot marchait pas si bien avec la technologie de 1975. Et heureusement, parce qu'on le voit presque pas, je pense qu'il y a comme un 7-8 minutes total dans le film où on voit le requin, mais c'est toute l'histoire puis l'ambiance autour qui a réussi à éveiller cette peur-là qu'on a eu des requins pendant 50 ans. Et puis, ça a été super efficace. C'est parti d'une erreur mécanique. Et c'est drôle, autant le film Psycho d'Alfred Hitchcock fait peur aux gens des douches. Les gens avaient peur de prendre leur douche parce qu'il y a une femme qui se fait tuer dans la douche. Là, c'était le requin. Mais quoi, les requins sont des animaux, finalement, pas dangereux? Ben, c'est délicat de dire qu'ils sont pas dangereux, là. Comme l'a dit, on a un grand expert de requins au Québec qui s'appelle Jeffrey Galland. Puis lui, il dit tout le temps, le risque zéro, ça existe pas, mais les requins ne nous chassent pas. L'humain fait pas partie du menu de ce que mangent les requins, mais évidemment, il y a des erreurs sur la personne. C'est des animaux qui n'ont pas des super bonnes vues, qui mangent des phoques, des otaries, des choses qui peuvent avoir une silhouette qui ressemble à un nageur ou un surfeur quand on les regarde d'en bas puis on regarde vers la surface. Donc, c'est des erreurs sur la personne. Le problème, c'est que les humains sont pas vraiment bien équipés pour survivre à ce genre d'erreur-là. Est-ce que les requins attaquent parce qu'ils se sentent attaqués? Non, pas du tout. Les requins attaquent parce qu'ils sont en alimentation, puis c'est leur technique de chasse. Quand on regarde des requins, par exemple, attaquer une de leurs vraies proies, comme les phoques, ils vont avoir un comportement de prédateur. C'est des prédateurs supérieurs là, dans les océans, donc c'est pas comme une baleine qui va s'alimenter passivement la bouche ouverte. Et ce sont des chasseurs. Comme d'autres animaux, comme les épaulards, comme différents types d'animaux. Donc, ils attaquent, mais ils attaquent pas les humains. En fait, quand les humains sont dans l'eau puis reconnus comme des humains, je vous dirais que les requins, la plupart du temps, ont plutôt peur de nous. Alex? Oui, bien, au Québec, Mme Morissette, on va avoir avantage, je crois, à connaître de mieux en mieux ces animaux-là parce qu'on se rend compte qu'avec le réchauffement de l'eau, il y en a de plus en plus, si je ne m'abuse, des requins qui s'approchent, si on veut, du Saint-Laurent, du Golfe et de facto du Québec. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, c'est pas les réchauffements climatiques. Ça a le dos large, puis on dit toujours que c'est à cause du changement climatique. Mais la raison pour laquelle on voit de plus en plus de requins, c'est surtout une bonne nouvelle parce que sur la côte est américaine, à force d'efforts de conservation, la population, elle a commencé à réaugmenter après les avoir pratiquement éradiqués, avec la peur qu'on en avait après le film Jaws. Et là, ben, parce que la population est plus grande, ben, ça déborde vers chez nous. Et ce qu'on a chez nous, surtout, ce sont les jeunes mâles parce que ce sont les grosses femelles qui sont dominantes. Alors, là où il y en a beaucoup, c'est les femelles qui vont avoir le contrôle. Donc, les jeunes mâles, au lieu de compétitionner pour la nourriture avec une femelle à qui ils devront donner leur repas s'ils sont les deux dans le même secteur, ils préfèrent s'en aller ailleurs pour chasser tranquille puis pas avoir à compétitionner. Donc, ceux qu'on reçoit dans le Golfe, où il y a un gros garde-manger parce qu'on a énormément de phoques, ce sont souvent ces jeunes-là qui, souvent, sont à leur première année là, d'apprentissage à se nourrir d'autres choses de plus gros qu'un poisson. Donc, la capacité à faire des erreurs est peut-être un peu plus grande chez nous dans le garde-manger qu'on a là, dans le Golfe du Saint-Laurent. Est-ce que c'est vrai qu'un requin doit toujours bouger? Même quand il dort, il bouge parce que sinon, il va mourir, il va se noyer. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est une légende urbaine?
c'est pas vraiment que ça se noie, mais effectivement, comme la plupart des poissons, ils ont un métabolisme qui fait que il faut absolument qu'ils se déplacent constamment. Mais la plupart des poissons font ça. Puis OK. les requins, par la composition de leur peau, sont capables d'atteindre des vitesses. Quand ils ont besoin de se déplacer rapidement, leur peau, c'est des écailles, mais les écailles sont tellement petites que quand on regarde de la peau de requin, ça a plus l'air de la peau comme nous que des écailles de poisson, comme un poisson rouge ou une truite. C'est parce que c'est tellement hydrodynamique que ça leur permet d'atteindre des vitesses assez spectaculaires. D'ailleurs, on s'est inspiré de la peau des requins pour faire des maillots aux Jeux olympiques de Pékin il y a quelques années. Ils les ont bannis parce que c'était trop efficace, puis c'était pas juste pour les autres nageurs qui avaient ces maillots-là qui étaient faits inspirés des écailles de requins. Ça les rend vraiment hydrodynamiques, puis ça nage plus vite. Wow. Les gens dans votre milieu sont encore en train de trouver des choses sur les requins parce que c'est un animal qui, on s'entend, n'a pas changé depuis des dizaines, des centaines de millions d'années. On découvre encore des choses dans votre milieu? Oui, il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle pour essayer de comprendre l'écologie des requins, les requins qu'on a chez nous, leur place dans l'écosystème. Jeffrey Galland, que je citais tout à l'heure, est un de ces experts-là qui se pose ces questions-là. Puis du côté de la conservation, il y a aussi beaucoup de choses à faire parce que, comme plusieurs espèces qui sont sur la liste des espèces en péril du Canada, ben il y a des requins qui souffrent de méconnaissance, de peur. Et puis, Cousteau disait, on protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. Les gens qu'on connaît mal, souvent, ou pour qui on manque d'empathie, comme c'est le cas pour le requin, ben c'est plus dur à protéger. Donc, on a des gros enjeux de conservation. Il y a des centaines de millions de morts de requins chaque année qu'on tue pour les ailerons, entre autres. Puis quand on regarde le comparable du risque du requin qui mange des humains, là, on parle de 5 à 10 accidents par année dans le monde. Donc, le ratio... Et il y a un documentaire absolument glaçant sur la chasse aux requins au Japon, là, où vraiment la mer devient rouge parce qu'on en tue plein. Et comme vous le dites, je pense que c'est en Chine ou au Japon. Je crois que c'est en Chine. Mais en tout cas, les Chinois sont très friands d'ailerons de requins. Oui, c'est ce que cette partie-là qu'on garde. Le reste du requin meurt au bout de son sang dans le fond de la mer. Mais comme c'est un enjeu qui est à la fois écologique, mais aussi culturel. Donc, l'adaptation à trouver peut-être d'autres sources de nourriture pour ces plats culturels-là, ben, c'est un enjeu en soi qui dépasse mes compétences de biologie, mais c'est un enjeu clair, là, des centaines de millions de morts par année de ces requins-là pour leur aileron. Donc, c'est sûr que ça aide pas la cause. En plus, on en a peur, donc ce sont les vilains. C'est pas les premiers à qui on pense quand on parle de protéger des espèces. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire c'est important de protéger les baleines que de dire hey, les grands requins blancs aussi, il faut les protéger. Mais au final, les deux espèces, ce sont des prédateurs qui structurent tout le reste de l'écosystème. Hein. On les appelle les ingénieurs des écosystèmes, sont au sommet. Quand il y a des requins, tout le reste est bien structuré. Il n'y a pas trop de prédateurs, pas trop de proies. Tout fonctionne bien. Mais évidemment, il faut surmonter la peur pour ça parce que ça a eu un effet monstre, ce que ce film-là a fait. C'est un excellent film. Je pense que d'un point de vue cinématographique, ça a eu sa place. Mais évidemment, nous, en écologie, on continue d'en subir les conséquences là, de ce film-là. Merci beaucoup, Mme Lynne Morissette, biologiste marine, conférencière et vulgarisatrice. Merci. Bonne journée. C'est un grand plaisir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Alex, le jeu Fortnite a un petit problème avec l'intelligence artificielle. C'est quoi? C'est assez spécial ce qui se passe. Hein? Fortnite, jeu que tout le monde connaît, qui est bien évidemment destiné aux jeunes, particulièrement, on parle enfants, adolescents, préadolescents. Bien là, ils ont décidé d'embarquer avec le modèle Gemini 2.0 et Flash 2.5, qui sont deux modèles d'intelligence artificielle, bien, de les intégrer à l'intérieur du jeu Fortnite parce qu'ils font une espèce de collaboration spéciale Star Wars ces temps-ci. Ils ont embarqué Darth Vader à l'intérieur du jeu et ils ont obtenu l'accord de la famille de James Earl Jones, qui est la voix célèbre, qui est aujourd'hui décédée malheureusement, mais voix célèbre de Darth Vader, pour avoir un modèle avec lequel les joueurs peuvent littéralement interagir. Tu peux lui parler verbalement, poser des questions, puis il te répond, te sermonne sur certaines affaires, te dit que t'es pas sérieux dans ce que tu fais. Tu sais, c'est vraiment intéressant, sauf que ça a pris combien de temps, vous pensez, avant
avant qu'ils deviennent racistes, homophobes, t'es pas misogynes, antisémites. 10 minutes. Hein? C'est ce qui arrive, malheureusement, presque toujours Comment ça lorsqu'on a des s'est mis à chirer, quoi? Il suffit qu'il y ait des joueurs qui lui posent assez de questions constamment, encore et encore et encore, sur des sujets qui n'ont pas de bon sens et qui n'ont pas leur place dans les jeux vidéo, pour se rendre compte qu'il finit par dire des mauvais mots sacrés, dire Donc, des choses l'intelligence racistes. artificielle, c'est à prendre avec... C'est que l'intelligence artificielle va refléter ce qu'on lui dit puis ce qu'on lui apprend. Puis plus on fait apprendre des niaiseries à une intelligence artificielle, les premiers robots conversationnels qu'on a créés sont devenus nazis au bout d'une journée quand les Google les ont relâchés sur le web. C'est presque toujours ce qui arrive, malheureusement. Et là, ça pourrait devenir plus grave parce que le syndicat des Screen Actors Guild aux États-Unis, qui représente, entre autres, les artistes du milieu des jeux vidéo, dont les acteurs vocaux, ont décidé de déposer une plainte officielle aux États-Unis. Donc, ça va être une saga à suivre. Technologie intéressante, mais avec ses dérives. Et qui dérape. Merci beaucoup à Jean-Philippe Leroux à la réalisation et la mise en onde, Maximile Sayer, journaliste, recherchiste, souffleur et gardien du temps. Impitoyable! Et Fred Bastien, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir la semaine dernière. Je te salue, Fred, à la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, et on se reparle demain. Bonjour.